Bonjour. Alors dans ce chapitre, on va voir la deuxième partie de la maladie coronaire, la phase instable de la maladie coronaire regroupée sur le terme de syndrome coronaire aigu. Donc ces syndromes coronaires aigus, ce n'est pas l'affaire du cardiologue seul, mais c'est l'affaire de tous les médecins, notamment les médecins urgentistes, avec le dogme « le temps c'est du muscle ». Alors il n'y a pas longtemps, on n'a pas eu de médicaments, on n'a pas eu beaucoup de médicaments à utiliser dans cette pathologie, mais si on voit l'explosion et la pléthore de médicaments et de gestes qui peuvent concerner cette pathologie, on a du quoi à nous donner le vertige. Donc, certainement, puisqu'il y a beaucoup de choix, les conduites vont probablement se varier un peu. Donc, c'est la prise en charge des patients qui ont des syndromes coronaires aigus ne peut se faire que dans un concept de filière de soins, parce que le temps, c'est du muscle qui va faire intervenir beaucoup d'acteurs. C'est quoi ces syndromes coronaires aigus? C'est des manifestations cliniques qui sont secondaires à une ischémie myocardique brutale. Donc, c'est la complication aiguë la plus fréquente et grave de la localisation coronaire de l'athérosclérose. La prévalence, elle est difficile à apprécier parce qu'il y a une hétérogénéité importante de la population qui vont avoir cette pathologie. La prise en charge initiale va avoir suscité essentiellement deux questions. La première question, les symptômes que va présenter le patient, est-ce qu'ils sont en rapport avec une ischémie myocardique aiguë? Alors, si ces symptômes sont secondaires à une ischémie myocardique, quel est le pronostic immédiat de ce patient? Alors, le pronostic immédiat va avoir des implications thérapeutiques et surtout des implications économiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on va prendre en charge le patient, à quel niveau, quelle est la thérapeutique à instaurer chez ce patient, et également une angioplastie ou bien une intervention coronaire est-elle nécessaire précocement ou pas? Alors, pour la première question, prendre en charge le patient, c'est d'abord dans une salle de déchocage au niveau des urgences, puis dans une unité de soins intensifs de cardiologie, soit directement, soit en passant par une salle de cathétérisme cardiaque. Alors cette phase instable, ça va durer 48 à 72 heures où le patient doit être monitoré dès sa réception à portée d'un défibrillateur et avec une équipe médicale qui est entraînée. Puis par la suite, le patient va être hospitalisé dans le service de cardiologie et à la sortie, c'est-à-dire au bout de 5 à 7 jours, s'il n'y a pas de complications, idéalement, c'est de l'adresser dans un centre de réadaptation pour lui réapprendre l'effort. Alors, ces syndromes coronaires aigus et les manifestations cliniques vont se présenter d'une manière hétérogène. Ça peut partir d'une simple gêne thoracique avec un ECG qui est presque normal jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire c'est un patient qui va arriver en état de mort apparente avec un état de choc, surtout qui va avoir un décalage du segment ST. Et entre les deux, on peut avoir les différentes manifestations cliniques. C'est pour ça que je vous ai mis que la prévalence, elle est difficile à apprécier. Le diagnostic, ça va être un diagnostic clinico-électrique. Parfois, on va s'aider de la biologie et d'autres examens. Les manifestations cliniques qui sont suggestives d'un syndrome coronaire aigu, alors classiquement, on a les douleurs thoraciques de repos, et c'est des douleurs qui sont prolongées, soit c'est un angor de nouveau d'emblée sévère, ou bien c'est un angor crescendo, c'est-à-dire qu'il y avait une classe quand même inférieure, c'était une classe 1, une classe 2, et qui devient classe 3 ou bien classe 4. Parfois, le syndrome coronaire aigu peut se manifester par d'autres entités cliniques, notamment l'insuffisance cardiaque aiguë, la mort subite, les arythmies ventriculaires majeures, ou bien des équivalents angines. Le diagnostic clinique va faire que on va tout faire pour faire que correspondent les symptômes à une ischémie myocardique aiguë. C'est la question qui va se poser. Les symptômes que présente le patient, est-ce que ce sont des symptômes qui sont secondaires à une ischémie myocardique aiguë? On va voir par la suite que ce n'est pas évident de répondre à cette question. On va essayer également de voir quelle est la probabilité de l'existence d'une maladie coronaire significative chez ce patient, notamment en se basant sur les facteurs de risque et les antécédents de maladies vasculaires. L'examen physique, généralement, n'apporte pas grand-chose au diagnostic, mais il a un intérêt pour éliminer
les autres diagnostics différentiels et pour détecter les complications ou bien les facteurs prédictifs de dégradation de cette pathologie. Alors, on a regroupé tous ces syndromes sur le thème de syndrome coronaire parce qu'on pense que à l'origine, c'est un mécanisme physiopathologique commun. Vous avez la plaque d'athérosclérose, vous avez une artère normale, vous avez la plaque d'athérosclérose qui est comme ça instable, vous avez la chape fibreuse qui empêche le noyau lipidique d'être en contact avec les éléments fibrilés du sang, notamment les éléments de la coagulation. Alors, tout commence par ce qu'on appelle une plaque vulnérable. La plaque vulnérable, elle va subir une rupture ou bien une érosion ou bien une fissuration, ce qui va faire communiquer le contenu lipidique qui est athérogène. Athérogène, ça veut dire qu'il peut activer l'agrégation plaquettaire et la coagulation. Donc, il va les mettre en contact. Le premier acteur qui va être mis en jeu, c'est le temps plaquettaire. Donc, il va y avoir le recrutement des plaquettes à ce niveau avec une agrégation plaquettaire à l'origine d'un thrombus plaquettaire. C'est un thrombus blanc, il est facilement friable. Donc, il va donner un degré d'obstruction au niveau de cette lumière, mais surtout, il va y avoir des lambeaux qui vont se détacher ici, ils vont partir ailleurs pour donner une obstruction des petits vaisseaux, ce qui va le définir le syndrome coronaire aigu sans susdicale du segment est. Alors ce thrombus peut augmenter jusqu'à occlure complètement la lumière et va donner ce qu'on appelle un syndrome coronaire aigu avec ce décalage du segment est. C'est-à-dire qu'on a les deux entités qui sont définies. Alors en 2017, si je me rappelle bien, il y a un consensus sur la définition, aussi paradoxalement que ça va vous sembler, il y a un consensus sur la définition de l'infarctus. Alors de telle sorte qu'on appelle infarctus à chaque fois qu'il y a une libération de la troponine au niveau du sang, ou bien quand c'est détecté par une imagerie. Alors les troponines, ça peut détecter un infarctus quand il y a moins de 1 gramme du myocarde qui est lésé. Donc, l'infarctus, c'est les lésions myocardiques avec des signes d'ischémie. Soit c'est un infarctus du type 1. Alors, le type 1, généralement, vous avez un obstacle à l'intérieur des artères coronaires. Le type 2, vous avez des troponines qui vont se positiver alors qu'on n'a pas un obstacle qui va expliquer ces troponines qui vont se positiver. Parfois, on a des lésions myocardiques sans ischémie myocardique dans certaines situations, notamment dans les états septicémiques, en cas d'anémie, en cas d'insuffisance rénale. On n'a pas d'obstacle à l'intérieur, on n'a pas d'activation plaquettaire, on n'a pas d'obstruction au niveau des coronaires, mais on a des troponines qui sont positives. L'électrocardiogramme, ça doit être réalisé et interprété en moins de 2 minutes du premier contact médical. Il faut faire selon les articles que vous allez lire, soit c'est un ECG 17 dérivations, il y a 18 dérivations. Donc, les questions qui vont rester en suspens, qui doit réaliser cet ECG, où est-ce qu'il faut mettre les électrodes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut répéter ces ECG tout au long de la prise en charge du patient. Donc, les éléments possibles qu'on va trouver sur un ECG, c'est l'extrême avec un sous-décalage du segment ST, ou bien les équivalents du sous-décalage du segment ST, ces choses qu'on a déjà vues dans le cours de l'ECG pathologique, ou bien on n'a pas un sous-décalage, mais on a quand même des modifications au niveau de la repolarisation, c'est des ischémies de grade 1 ou bien des ischémies de grade 2. Alors, si on va résumer, généralement, c'est un patient, ou bien c'est un consultant qui va venir au niveau des urgences, soit il va se présenter pour des douleurs thoraciques, ou bien parfois par une gêne thoracique. Alors à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre la première hypothèse, c'est un syndrome coronaire aigu, parce que premièrement, c'est une chose qui est très grave, et les événements peuvent s'agréger, ou bien peuvent se précipiter rapidement, et l'évolution peut être fatale en quelques minutes. Mais également, c'est une pathologie dans laquelle on peut proposer quelque chose et on doit proposer quelque chose. Et troisièmement, c'est qu'on doit proposer quelque chose le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas
laisser les choses évoluer parce que le temps, c'est du muscle. Donc, si vous imitez l'hypothèse d'un syndrome coronaire aigu, c'est une chose simple qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un ECG. Alors, l'ECG, vous avez deux situations, pas une pléthore de situations. Vous avez soit un sus-décalage du segment ST, là, vous avez, c'est l'infarctus classique, c'est l'infarctus avec une onde-Q. Donc, ça devient une urgence thérapeutique, il faut revasculariser parce qu'il faut ouvrir l'artère qui occluse. Soit vous n'avez pas de sus-décalage, donc vous pouvez le placer dans la catégorie des syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du segment ST. Alors, dans cette situation, ça devient une urgence diagnostique et une urgence stratification du risque d'évolution, soit vers l'infarctus ou bien d'avoir des événements coronariens majeurs. Donc, quand on n'a pas de sus-décalage, on peut se rabattre sur les troponines ou bien la biologie. Si les troponines sont positives, ça veut dire qu'il y a eu une nécrose myocardique. Donc, on a un infarctus sans zone de Q, ou bien ce qu'on appelle classiquement les infarctus rudimentaires. Si les troponines sont négatives, soit vous êtes devant un oncore instable ou bien une autre pathologie autre que la pathologie coronaire. Donc, en fin de compte, on a essentiellement deux entités. Celle qui est à votre droite, ou bien à gauche de l'écran, c'est les syndromes coronaires avec sus-décalage du segment ST. Alors, vous voyez bien, c'est une occlusion complète de la lumière de l'artère coronaire. Donc, ça devient une urgence thérapeutique. Il faut ouvrir cette artère. Donc, il faut faire une reperfusion. À votre gauche, ou bien à droite de l'écran, c'est le syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST. Là, ça devient une urgence diagnostique avec la stratification du risque d'évolution vers un syndrome coronaire avec sus-décalage ou bien vers un événement coronarien majeur. Donc, tout ce qu'on a vu avant ça, c'est des généralités qui sont communes pour les deux syndromes parce que la manifestation clinique, ça peut être la même. Ça commence à changer à partir du moment où on va faire un ECG, on va trouver un sus-décalage ou bien il n'y a pas de sus-décalage. Donc, dans les syndromes coronaires, sans sus-décalage persistant du segment ST, ça va regrouper soit ce qu'on appelle un oncore instable, ou bien un infarctus du myocarde sans sus-décalage persistant du segment ST. L'infarctus non ST également, c'est un synonyme, c'est la mise en évidence d'une élévation de la troponinémie au décours d'une crise angineuse. La plupart du temps, les cycles myocardiques, elles sont de petite taille, elles sont limitées, et l'échocardiogramme n'évolue jamais, presque jamais, vers une onde-Q de nécrose. La présentation clinique initiale est entre oncore instable et celle de l'infarctus sans sus-décalage sont similaires, et la prise en charge, elle est commune. Donc, les phénomènes, c'est qu'il y a une instabilité clinique qui va témoigner d'un processus thrombotique qui est engendré par la rupture d'une plaque d'athérome coronaire. Le traitement a pour but de prévenir l'évolution vers une occlusion coronaire aiguë. Donc, ça peut se manifester par un oncore spontané qui est prolongé, ou bien un oncore des fois qui est sévère, d'emblée sévère, ou bien une aggravation d'un oncore jusque-là qui est stable, c'est ce qu'on appelle un oncore crescendo, ou bien c'est un oncore qui apparaît dans au moins un mois après une constitution d'un infarctus ou bien après une revascularisation myocardique. Malheureusement, la plupart du temps, les formes cliniques, c'est des formes atypiques. Dans le doute, il est toujours préférable d'envisager une hospitalisation avec une surveillance du patient, parce que la douleur peut être épigastrique, qui va faire errer le diagnostic vers un problème digestif, elle peut être thoracique, et il va vous errer vers d'autres étiologies ou bien vers d'autres organes intrathoraciques, et elle peut être pseudopruritique. Donc, la plupart du temps, la douleur n'est pas influencée par la mobilisation du muscle, ou bien de la région douloureuse, ni par la respiration profonde. La douleur n'est pas provoquée par une mauvaise position. Donc, les patients qui vont présenter ces symptômes, on cherche à tout prix de faire le lien entre le symptôme et l'occlusion, ou bien un problème coronarien. C'est-à-dire qu'il faut faire un profil du risque du patient, notamment en faisant l'inventaire des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, et également il faut essayer de chercher d'autres lésions athéromateuses qui sont connues, notamment un antécédent coronarien. L'examen physique, la plupart du temps il est décevant parce qu'habituellement il est normal et peut éliminer notre cause cardiaque à cette douleur,
Il va rechercher surtout des signes d'instabilité hémodynamique, notamment des signes d'insuffisance cardiaque. L'ECG est l'examen clé dans cette pathologie. C'est l'examen de première intention qu'il faut avoir à n'importe quel prix et interpréter dans les 10 premières minutes après le premier contact médical. Il est enregistré habituellement après une crise douloureuse et de ce fait doit être renouvelé et si possible comparé à des tracés antérieurs. Alors, la plupart du temps, le problème avec cette pathologie, c'est que le patient, il va faire sa symptomatologie, il va faire son angor, ou bien il va faire sa symptomatologie clinique pendant un certain moment. Elle va être prolongée un peu, ça va dépasser les 20-30 minutes. Mais quand il arrive chez nous, c'est un patient qui est complètement asymptomatique. Alors, quand il devient asymptomatique, ça veut dire que la sténose n'est pas critique. Ça veut dire qu'il est possible qu'on ne trouve pas des modifications sur l'électrocardiogramme. Mais si le patient est vu au moment de la crise, c'est sûr qu'on va trouver un ECG pathologique. Alors, la modification la plus caractéristique est le sous-décalage du segment ST. Parfois, on peut avoir un sous-décalage qui est transitoire, ou bien on peut avoir des modifications sur l'entité qui vont se négativer ou bien s'inverser, et elles commencent à devenir significatives si ça dépasse le 1 mm. Le tracé, bien sûr, peut être inchangé durant la crise, ce qui n'exclut pas le diagnostic de syndrome coronaire. Alors, je vous conseille de retourner voir le cours de l'ECG pathologique parce qu'il y a différentes manifestations électriques de l'ischémie myocardique. Comme je vous ai dit, ça peut être une ischémie de type 1, c'est-à-dire qui va concerner rond de T. Ça peut être une ischémie de type 2 qui va concerner surtout le segment ST. Alors en post-critique, on peut avoir les mêmes anomalies qu'en père-critique, comme on peut avoir une disparition de ces anomalies. Alors chose importante à signaler, c'est quand vous avez une entité négative qui est profonde dans les dérivations antérieures, alors sachez bien que la plupart du temps, ça traduit une sténose sévère de l'artère interventriculaire antérieure et qu'il faut agir rapidement. Alors, comme on a vu, les manifestations cliniques, elles peuvent être hétérogènes, les manifestations électriques, elles peuvent être hétérogènes. Alors, dans ces situations, on est un peu embêté par ces patients parce qu'on n'arrive pas à avoir une certitude diagnostique d'un syndrome coronaire aigu. C'est pour ça qu'on peut céder des troponines. Alors, ces troponines, ce sont des biomarqueurs de nécrose myocardique, mais qui ne sont pas spécifiques c'est la pathognomonique d'une occlusion coronaire ou bien d'un processus en intracoronaire. C'est-à-dire qu'on peut trouver des troponines positifs alors qu'il n'y a rien à l'intérieur des artères coronaires. Elles commencent à être élevées à partir de la 3e à la 6e heure après le début de l'épisode ischémique, et de 24-48 heures, puis ça commence à diminuer et ça prend beaucoup de temps à se négativer, ce qui nous permet parfois de faire le diagnostic à distance de l'infarctus du myocarde. Elles ont également une valeur pronostique et une valeur thérapeutique, notamment pour la thérapeutique qu'il faut donner. Je vous ai dit que les troponines, c'est des biomarqueurs de nécrose myocardique, mais ce ne sont pas des marqueurs spécifiques à l'occlusion ou bien à une athérosclérose coronaire. Voilà les situations, sans être exhaustif, où les troponines peuvent être élevées. Alors, vous pouvez reprendre la slide, vous pouvez la revoir, mais sans que je sois exhaustif. Je vous ai dit que les syndromes coronaires sans décalage du segment ST, c'est d'abord une urgence diagnostique et une urgence stratification du risque. C'est-à-dire, en même temps, on va faire le diagnostic, en même temps, on va essayer d'établir en parallèle un diagnostic de gravité. De gravité, pourquoi? Parce qu'il y a un risque de décès ou bien d'évolution vers un infarctus avec occlusion de l'artère coronaire. Donc, 3 facteurs de risque majeurs sont facilement retenus, c'est l'angor spontanée, ce décalage et les troponines qui sont positifs. À partir de ce moment-là, on a 3 niveaux de risque qui conditionnent le degré de l'urgence et la prise en charge de ces patients. Les patients à très haut risque, c'est des patients qui sont très symptomatiques, c'est-à-dire qui présentent un angor réfractaire malgré un traitement anti-ischémique bien conduit,
ou bien un angor récidivant avec des modifications de segment ST ou bien de l'onde de T, ou bien on a des manifestations d'insuffisance cardiaque, ou bien une instabilité hémodynamique, ou bien quand on a une arythmie ventriculaire majeure. Les patients à haut risque, ce sont des patients qui ont des troponines élevés, ils ont des variations du segment ST ou de l'onde de T sans angor. C'est les diabétiques, les insuffisants rénaux, quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche, ou bien quand ils ont eu un événement déjà coronarien, soit un antécédent d'infarctus, ou bien ils ont eu une revascularisation récente, ou bien il y a des scores qui vont nous aider à dire est-ce que c'est des patients à risque élevé, ou bien à risque intermédiaire, ou bien à risque bas. Les patients qui sont à bas risque, c'est des patients qui ont eu un épisode douloureux, sont en récidive douloureuse, et ils n'ont pas de manifestation d'insuffisance cardiaque ou bien d'anomalie sur les ECG qui ont été faits et qui ont des troponines qui sont négatives. Alors, ces catégories de patients, ils doivent ils ne doivent pas avoir une stratégie invasive urgente, mais ils doivent avoir une stratégie élective. C'est en fonction des explorations ultérieures qu'on va décider quelle est la thérapeutique ou bien quelle est la conduite à faire chez eux. Alors, pour la prise en charge et le traitement, alors dès que le diagnostic est posé, ou bien il est fortement suspecté, le patient doit être hospitalisé et doit être monitoré devant un défibrillateur, mais également un monitorage électrique et un monitorage des constantes vitales. Alors, les autres traitements qu'il faut donner, c'est surtout les traitements anti-agrégants plaquettaires, les traitements anticoagulants, les traitements anti-ischémiques, et parfois on est emmené à proposer une stratégie invasive avec une intervention coronaire percutanée. Donc, les antiaggravants plaquettaires, ils sont prescrits après avoir évalué le risque hémorragique, soit c'est l'association aspirine clopidogrel. Alors, l'aspirine, c'est 250 à 500 en bolus, puis on va continuer à 75 à 100 mg chaque jour. Le clopidogrel, généralement, c'est 300 mg per os, puis 75 mg qu'on va poursuivre pendant 2 mois. Et si on décide de faire une stratégie invasive, c'est 600 mg per os, puis on va continuer 75 mg par jour. Parfois, en réalisant la coronarographie, ça dépendra de la procédure qu'on a réalisée ou bien de la charge thrombotique. On est emmené à proposer un troisième antiagrégant plaquettaire qui sont les anti-GP2B 3A qui vont se donner en bolus puis en perfusion continue, soit sur 12 heures, ça dépendra de la molécule, ou bien sur les 24 heures. Les autres traitements, c'est les traitements anti-ischémiques, notamment les dérivés nitrés, les bêta-bloqueurs, ou bien les anticalciques, comme quand on les donne dans la pathologie coronaire stable. Donc, quand vous avez un patient qui va venir vous voir, vous allez faire une évaluation clinique, c'est-à-dire vous allez voir le type de la douleur, les symptômes, sa clinique, l'histoire, pour essayer un peu de faire une probabilité de maladie coronaire. Vous allez faire un ECG et voir les modifications de l'ECG. Alors, le premier cas de figure, c'est quand vous avez un sous-décalage du segment ST. Ça veut dire qu'il y a une occlusion d'une artère coronaire, donc c'est une urgence thérapeutique, il faut revasculariser. Alors, quand vous n'avez pas de cardio, vous arrivez à exclure la cardiopathie ischémique, alors dans cette situation, il faut explorer autre chose. Mais malheureusement, la plupart du temps, le syndrome coronaire aigu reste possible. Alors, à partir de ce moment-là, il faut passer par une stratification du risque. Si c'est des patients qui sont à très haut risque, il faut avoir une stratégie invasive urgente dans les 2 heures. Il faut le gérer comme un infarctus avec ce décalage. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour transférer le patient dans une salle de cathétérisme cardiaque pour faire le bilan anatomique des artères coronaires et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut revasculariser? Est-ce qu'il faut juste maintenir les antiagrégants plaquettaires ou bien quoi faire? Alors, quand vous stratifiez le risque, la stratification du risque, elle est continuelle, c'est-à-dire on va stratifier le risque au moment où le patient se présente, puis régulièrement, et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on va restratifier le risque. Donc, on va voir la réponse au traitement anti-angineux, les troponines, l'ECG, on va faire une écho pour voir la fraction d'éjection, on va également voir les autres critères du risque, on va s'aider également des scores qui existent. Alors, quand c'est un patient qui a un risque intermédiaire,
hein, c'est une stratégie invasive précoce, c'est-à-dire qu'il faut faire une coronarographie dans les 24 à 72 heures. Maintenant, quand le risque est vraiment bas, je vous ai dit qu'il faut faire une stratégie invasive élective, c'est-à-dire en fonction des tests d'ischémie qui sont non invasifs. Alors, comme vous voyez, la plupart du temps, ça se termine dans une salle de cathétérisme cardiaque pour faire une coronarographie. La deuxième entité, c'est encore plus grave, ce sont les syndromes coronaires aigus avec sous-décalage persistant du segment ST, ou bien c'est ce qu'on appelle infarctus avec sous-décalage du segment ST, ou bien classiquement, c'est un infarctus avec une endoc. Alors, dans cette situation, le diagnostic, il n'est pas difficile à établir, il suffit juste d'avoir une symptomatologie compatible avec une ischémie myocardique, avec un sous-décalage du segment ST. Ces deux éléments suffisent à poser le diagnostic et à proposer une thérapeutique, une urgence, notamment une réperfusion. Donc, il est défini comme une nécrose myocardique d'origine ischémique. Les progrès de la biologie ont permis d'identifier un infarctus quand il y a au moins 1 gramme du myocarde qui est nécrosé. Le diagnostic d'ischémie myocardique aiguë est électroclinique. Donc, on a besoin juste du symptôme et des modifications électriques pour poser le diagnostic et on n'a pas besoin de la biologie ou bien d'autres examens pour confirmer notre diagnostic. Donc, la douleur angineuse associée à un sous-décalage suffit à dire qu'il y a un syndrome coronaire avec sous-décalage et ce qui traduit une occlusion soudaine d'une artère coronaire et en l'absence de traitement, les dégâts myocardiques y seront majeurs. Donc cet infarctus, il peut être inaugural ou bien survient après ce qu'on appelle un syndrome de menace. Donc il peut être précédé par des crises angineuses récurrentes, soit c'est un angole instable, soit c'est par un syndrome coronaire sans sous-décalage du segment ST. Et la douleur précordiale est le même symptôme, elle est typiquement angineuse avec ses irradiations classiques dans les formes typiques. Elle survient généralement au repos ou bien en récupération d'un effort. Elle est prolongée, supérieure à 20-30 minutes, elle est très nitro-résistante. Elle est souvent violente, accompagnée de signes neurovégétatifs, notamment des irritations, des sueurs, des nausées et des vomissements. La douleur peut être atypique, soit ça peut se résumer à une brûlure rétrosternale, soit elle va se localiser à la région épigastrique ou bien elle va se localiser juste à une irradiation. Cependant, la douleur, elle n'est pas influencée par la mobilisation du muscle, ni la mobilisation de la région douloureuse, ni les mouvements respiratoires. L'examen clinique est en général normal, mais l'auscultation cardiaque est généralement normale, mais elle peut mettre en évidence un bruit gallo-cardiaque. L'ECG, c'est très facile à voir, il y a même beaucoup de définitions, notamment les définitions académiques. Vous avez un sous-décalage qui est significatif du segment ST, significatif dans la forme, dans l'amplitude et dans la description des territoires. Je vous conseille de revoir le cours de l'ECG pathologique où c'est bien expliqué. Donc, résumé comme ça, la définition académique, du sous-décalage du segment ST ou bien du point G. Alors, en dérivation V2, V3, chez un sujet jeune inférieur à 40 ans, ça doit dépasser les 2,5 mm. Quand c'est supérieur à 40 ans, ça doit dépasser les 2 mm. Chez la femme, on accepte 1,5 mm. Dans les autres dérivations, c'est 1 mm. V7, V8, V9, ça doit dépasser, si ça dépasse 0,5 mm, c'est largement suffisant. En V3R et V4R, si ça dépasse 0,5 mm, c'est acceptable, sauf chez le sujet jeune avant 30 ans, ça doit dépasser les 1 mm. Alors, ce que je vous conseille, c'est bien d'avoir cette définition académique, mais il faut être quand même proportionnel, c'est-à-dire il faut interpréter le degré de sus-décalage ou bien l'amplitude du sus-décalage en fonction de l'amplitude du QRS qui est le précédent. C'est-à-dire, si vous avez un QRS de 3 à 4 mm, il ne faut pas avoir un sus-décalage de 2 à 3 mm. Ça, c'est l'amplitude. La deuxième des choses, c'est le territoire. Ça veut dire que vous avez au moins 2 dérivations contiguës qui correspondent au territoire irrigué par la même artère coronaire.
Également, on peut s'aider par les signes d'ischémie de grade 3, notamment les modifications du QRS qui sont soit la distorsion de la partie terminale du QRS, soit la diminution de l'amplitude de l'onde R, ou bien l'apparition de l'onde Q de nécrose. Parfois, on a des anomalies sur l'ECG qui peuvent empêcher quand même l'interprétation de l'infarctus, notamment le bloc de branche gauche. Alors, je vous conseille de le voir également. Les signes de concordance est proposés par Scarabosa ou bien la discordance qui sont proposés par Scarabosa et qui ont été plus sensibilisés par Smith en introduisant d'autres critères. La biologie ne doit pas faire retarder le traitement de reperfusion parce qu'on n'a pas besoin de la biologie ni pour poser des diagnostics, ni pour proposer une thérapeutique, mais il faut la faire parce que vous allez avoir un diagnostic rétrospectif et vous allez être conforté dans votre diagnostic. Donc, les enzymes cardiaques vont être élevées. Alors, vous avez la courbe d'élévation, soit si le malade est perfusé ou bien il n'est pas perfusé. Alors, le pronostic il est corrélé à la surface sous la courbe. Donc, l'évolution pendant l'hospitalisation, c'est un patient qui est reperfusé. Donc, on va y avoir une régression rapide de la douleur ingénieuse et surtout, le meilleur critère pour dire qu'il y a eu perfusion ou pas, c'est la régression du susdécalage du segment ST qui est de plus de 50%, voire même 60% à 60-90 minutes de début de la thérapeutique de la reperfusion. Vous avez également dans l'évolution une négativation des ondes de T qui peuvent être à nouveau positives ultérieurement, mais elles ne vont jamais être comme avant l'infarctus. Vous avez une onde Q qui va se constituer, elle peut se constituer rapidement sans avoir une valeur pronostique ou bien une signification fatale. Le patient qui n'est pas reperfusé, il va avoir la même évolution qu'un patient reperfusé, sauf que cette évolution va être plus lente. Sur le plan clinique, on peut avoir un fébricule, un léger fébricule qui va apparaître dès la 6e à la 8e heure, qui va durer 24 à 48 heures. L'onde Q qui va se creuser. Donc le plus souvent, cette onde Q va persister et elle va donner la signature de cet infarctus. Sa topographie et celle du susdécalage du segment ST qui l'a précédé, elle permet de définir a posteriori le territoire de la nécrose myocardique. Donc en l'absence de complications, le patient peut s'asseoir dès la 2e heure, suivant son admission et déjeuner par ses propres moyens. La marche à plat est autorisée à partir du 12e jour et la marche en côte les jours suivants. La sortie de l'hôpital peut se concevoir à partir du 5e jour, éventuellement pour un centre de réadaptation à l'effort. Donc il faut donner un arrêt de travail pendant 1 mois et éventuellement un certificat de pathologie chronique avec une prise en charge à 100%. Les complications, c'est ce qu'on appelle les événements coronariens majeurs, soit c'est des complications hospitalières précoces ou bien c'est des complications qui sont tardives. Alors les complications précoces, vous avez les troubles du rythme, les complications hémodynamiques, notamment l'insuffisance cardiaque et le choc cardiogénique, mais également les complications mécaniques. Et l'infarctus du ventricule droit, je ne pense pas que c'est une complication, mais c'est une entité particulière de cet infarctus avec susdécalage. Les complications hospitalières tardives, généralement, c'est les thrombus du ventricule gauche avec les embolies systémiques. Vous avez une réaction péricardique, ou bien les troubles du rythme ventriculaire tardif, ou bien la récidive angéneuse, c'est-à-dire l'angor, ou bien l'ischémie en post-infarctus, et le risque hémodynamique avec la dysfonction ventriculaire gauche. Alors, le trouble du rythme ventriculaire, ils sont extrêmement fréquents à la phase initiale et ils sont la première cause de mortalité de l'infarctus à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Et ils sont indépendants de l'étendue de la zone ischémique. Donc, ils justifient une prise en charge dès le diagnostic évoqué. Donc, les troubles du rythme supraventriculaire peuvent être une fibrillation auriculaire ou bien n'importe quel trouble du rythme supraventriculaire, peuvent être à l'origine d'une décompensation hémodynamique ou responsable d'un accident embolique. L'ischémie aiguë contre-indique l'utilisation de digitalique en cas de trouble du rythme supraventriculaire.
Les troubles du rythme ventriculaire, c'est à la phase aiguë, c'est eux qui peuvent tuer le patient, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut mettre un patient devant un défibrillateur et le meilleur traitement, ce sera une défibrillation ou bien un choc électrique externe. Les troubles de la conduction, le plus grave, c'est le bloc auriculoventriculaire complet. Il est souvent transitoire quand il est associé à un infarctus inférieur parce que c'est un bloc nodal. À l'inverse, quand le BAV s'associe à un infarctus antérieur, c'est un bloc infranodal, donc généralement il est secondaire à la lésion du faisceau de His et va être permanent, donc il faut appareiller tôt ou tard. Parfois, dans les infarctus inférieurs, on a ce qu'on appelle l'hypervagotonie avec une bradycardie, une hypotension artérielle qui est fréquente et qui répond rapidement aux manœuvres de réanimation, c'est-à-dire le remplissage macromoléculaire et l'injection de l'atropine. Les autres complications précoces, ce sont les complications hémodynamiques, telles que l'insuffisance cardiaque, qui est un facteur de mauvais pronostic, soit à court terme ou bien à moyen terme. Elle peut être la conséquence de trois choses. Soit c'est l'étendue de la nécrose, c'est-à-dire qu'il y a une part importante du ventricule gauche qui est nécrosée, soit elle est secondaire à une complication mécanique, notamment une insuffisance mitrale, ou bien une communication interventriculaire, ou bien elle peut être favorisée par la survenue d'une arythmie, soit c'est une arythmie supraventriculaire ou bien une arythmie ventriculaire. Donc, elle justifie une évaluation échocardiographique précoce et l'alitement du patient pendant toute la durée de cette complication. La sévérité de l'insuffisance ventriculaire gauche à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, elle est stadée par la classification de Killip. L'extrême de l'insuffisance cardiaque, c'est le choc cardiogénique qui va associer surtout une hypotension avec des signes d'hypoperfusion périphérique, avec des extrémités froides, oligurie, confusion, ne répondant pas au remplissage. Elle se définit comme une pression artérielle inférieure à 90 mm de mercure avec un indice cardiaque qui est inférieur à 1,8 litres par minute par mètre carré. Il est rarement inaugurant ce choc cardiogénique, plus souvent il survient secondairement dans les 24 à 48 heures de l'occlusion coronaire aiguë, soit à l'occasion d'une récidive ischémique, soit précédée d'une détérioration hémodynamique progressive. Le pronostic hospitalier est très sombre avec une mortalité qui dépasse les 70%. Il peut être amélioré par la revascularisation myocardique rapide. Les complications mécaniques, c'est la rupture aiguë de la paroi libre du ventricule gauche qui va se manifester dans un tableau de collapsus avec dissociation électromécanique rapidement fatale. La rupture subaiguë, parfois, elle va nous faire errer parce que ça va se manifester par une récidive douloureuse, pseudo-angineuse, avec élévation du segment ST qui va nous faire penser à une réocclusion de la coronaire. Elle va s'associer à une hypotension artérielle brutale et prolongée avec des signes de tamponnade. Le diagnostic est bien sûr confirmé par l'échocardiographie où on voit un hémopéricarde qui va justifier un geste chirurgical immédiat. La rupture septale, elle n'est pas rare, c'est-à-dire la communication interventriculaire, elle n'est pas rare, c'est une complication hémodynamique. On peut trouver un souffle précordial systolique, parfois on ne peut pas l'entendre ou bien on ne l'entend pas. Le diagnostic est confirmé par l'échocardiographie et malgré la fermeture chirurgicale rapide, la mortalité elle est élevée et dépasse entre les 25 à 60%. L'insuffisance mitrale, qui est une autre complication mécanique, elle peut se faire par trois mécanismes. Soit c'est la dysfonction d'un pilier mitral qui est concerné par l'infarctus, surtout dans les infarctus inférieurs, soit c'est la rupture d'un pilier mitral, soit c'est une dilatation de l'année mitrale secondaire à une dilatation du ventricule gauche. Donc, la rupture de ce pilier va se faire voir dans un tableau d'insuffisance cardiaque avec une défaillance cardiaque brutale et l'apparition d'un souffle systolique souvent décrit. Le diagnostic, bien sûr, il est fait à l'échocardiographie et le traitement est chirurgical et on propose un remplacement valvulaire mitral précédé par une mise en place d'une assistance circulatoire temporaire, ce qu'on appelle le ballon de contribution par ballonnet intra-aortique. Une entité particulière, qui n'est pas une complication en elle-même, c'est
quand l'infarctus concerne le ventricule droit parce que ça va se manifester dans un tableau de choc cardiogénique alors que le traitement il est très différent. La triade classique, c'est l'hypotension artérielle avec des champs pulmonaires qui sont clairs et absence de crépitant et une turgescence jugulaire avec des signes d'hyperpression droit. À l'ECG, on peut le voir à la phase aiguë par un décalage dans les dérivations droites, notamment V1, V3R et V4R. L'échocardiographie va montrer des troubles de la cinétique avec une dilatation du ventricule droit et de l'oreille droite avec une insuffisance tricuspide qui est importante. L'infarctus du ventricule droit, il est souvent associé à une fibrillation atriale qui va également aggraver le tableau hémodynamique. L'extension VD contre-indique l'administration de vasodilatateurs et limite la possibilité d'utilisation des bêta-bloquants. Les complications tardives, ce sont surtout les thrombus ventriculaires gauche et les embolies systémiques. Alors, ils sont dépistés par l'échocardiographie, dont la réalisation doit être précoce et répétée en particulier dans les nécroses étendues. Ils sont volontiers retrouvés dans les infarctus antérieurs étendus et justifient un traitement anticoagulant. Les complications, ce sont des complications emboliques, surtout cérébrales, mais ça peut concerner les différents organes au niveau du corps. L'embolie peut être secondaire à un problème rythmique notamment et une fibrillation atriale. La péricardite a essentiellement deux mécanismes. Soit elle peut être hémodynamique, soit elle est inflammatoire. Et dans cette situation, elle va justifier un traitement par aspirine à forte dose, c'est-à-dire 3 grammes par jour, ou bien des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans les formes très algiques. Parfois, cette péricardite, elle est précoce, même elle est très fréquente d'une manière précoce, souvent asymptomatique, et se résume à un décollement péricardique à l'échographie. Elle peut être secondaire et va apparaître à la troisième semaine, généralement la troisième semaine après l'infarctus, réalisant ce qu'on appelle le syndrome de Dressler. Le tableau de péricardite peut s'accompagner d'un épanchement pleural, d'arthralgie et d'une reprise thermique. Le syndrome inflammatoire est en général important. L'évolution est généralement favorable à ce traitement, notamment ce traitement anti-inflammatoire, et le niveau d'anticoagulation contre-indication doit être réduit. L'angor et l'ischémie post-infarctus peut être secondaire soit à une récidive ischémique, ou bien peut être secondaire à la réocclusion de l'artère désobstruée, ou bien peut traduire l'existence d'une autre sténose résiduelle ou d'une lésion collatérale, souvent préalablement asymptomatique. Donc elle s'exprime sous la forme d'une récidive d'infarctus responsable d'une nouvelle élévation de la créatinine kinase et surtout la fraction 1B ou de bien des crises angineuses spontanées. Alors dans cette situation, il faut être plus invasif et parfois l'épreuve d'effort elle est justifiée dans le 5e jour d'hospitalisation en l'absence de contre-indication, mais également elle est justifiée avec un succès d'une fibrinolyse intraveineuse en l'absence de répercussion. Alors le traitement, c'est la prise en charge comprend l'hospitalisation dans une unité de soins intensifs de cardiologie, soit directement, soit après avoir passé dans un laboratoire de cathétérisme cardiaque pour une angioplastie primaire, et il doit être surveillé cliniquement et électriquement avec un monitorage de la pression artérielle et un monitorage électrique en continu avec un choc, un défibrillateur à portée de main et avec une équipe qui est bien entraînée à gérer ces situations. Le traitement symptomatique, ça concerne la douleur et l'anxiété. Parfois, on peut mettre de l'oxygène qui n'est pas systématique quand il y a une désaturation. Si la douleur elle est intense avec des chiffres tensionnels qui sont trop élevés, il faut mettre des dérivés nitrés qui ne sont pas systématiques et ils ne sont pas systématiquement donnés par voie intraveineuse, mais ils sont même délétères quand il y a un infarctus du ventricule droit. Donc, la prise en charge, ça comporte la mise en condition du patient, la prise en charge de la douleur, la dyspnée, de l'anxiété, le traitement anti-agrégant et le traitement anticoagulant, puis par la suite, la prise en charge au cours de l'hospitalisation, notamment les traitements au long cours et la stratification du risque
de complications ultérieures. Mais la chose la plus importante qu'il ne faut pas oublier, c'est le traitement de reperfusion. Alors la reperfusion, elle est médicamenteuse, c'est ce qu'on appelle la fibrinolyse par des agents chimiques, ou bien elle n'est pas médicamenteuse, elle est matérielle par souvent une angioplastie. Alors elle est indiquée chez tout patient qui a des symptômes d'une ischémie myocardique qui datent de moins de 12 heures, ou bien avec un sous-décalage persistant ou un BBG qui est récent. Il faut la considérer même après 12 heures, c'est-à-dire entre 12 et 24 heures, quand il y a une évidence d'une ischémie concomitante. Mais l'angioplastie, elle reste d'indication entre la 12e et la 24e heure, même en absence de symptômes. Au-delà de 24 heures, le traitement de reperfusion n'est pas indiqué, voire même il est délétère, et il n'est pas indiqué quand il y a une occlusion artérielle qui date de plus de 24 heures. Alors, est-ce qu'il faut faire une angioplastie ou bien est-ce qu'il faut faire une thrombolyse? Alors, les avantages, c'est que quand vous faites une angioplastie, vous allez voir une restriction, une restauration effective d'un flux coronaire. Il y a moins de réocclusion avec l'angioplastie qu'avec la fibrinolyse. Il y a une amélioration de la fonction myocardique résiduelle plus importante avec l'angioplastie qu'avec la thrombolyse, avec des meilleurs résultats cliniques. Mais est-ce que l'angioplastie est toujours la meilleure stratégie? Je pense que non, parce que actuellement, il est impossible de dire si une approche perfusionnelle particulière est supérieure pour tous les patients dans toutes les situations cliniques et à tout moment de la journée. Je pense que la combinaison entre la technique de reperfusion et les délais est plus important que le choix de la thérapeutique en elle-même. Donc, plus tôt est mise en œuvre la technique de reperfusion, plus efficace est le traitement. Donc, la meilleure approche, c'est celle qui est mise en jeu le plus rapidement possible. Pour la fibrinolyse, le délai de premier contact médical reperfusion est doit être de moins de 30 minutes. Pour l'angioplastie, il doit être de moins de 90 minutes. La fibrinolyse elle a de meilleurs résultats quand on est proche du début de la symptomologie. C'est-à-dire que durant les 2 premières heures à 3 heures, elle fait presque jeu égal avec l'angioplastie transcoronaire. Alors, elle est indiquée, bien sûr, quand l'angioplastie n'est pas possible. Soit il y a une absence d'un accès vasculaire, soit il n'y a pas de salle de cathétérisme cardiaque, ou bien elle est indiquée quand on ne peut pas mettre un patient rapidement en salle de cathé, soit parce qu'il y a un transport prolongé, ou bien que la durée pour mettre le patient, pour ouvrir l'intérieur du patient en salle de cathé, ça va dépasser les 90 minutes, ou bien c'est si on fait la soustraction des deux délais, c'est-à-dire la différence entre le délai de reperfusion par fibrinolyse et le délai d'ouverture de l'artère par angioplastie dépasse les 60 minutes. Les contre-indications à la fibrinolyse, ce sont généralement les patients qui sont à haut risque hémorragique. Alors il y a des contre-indications absolues, il y a des contre-indications relatives, c'est-à-dire c'est des situations qui sont momentanées. Dès qu'on les règle, on peut autoriser la thrombolyse. Alors pour l'angioplastie primaire, l'historique, l'évolution de l'angioplastie primaire, alors au début on a commencé avec les ballons, mais avec les ballons on a constaté que la paroi retournée, il y avait beaucoup de réocclusion parce qu'on activait davantage l'agrégation plaquettaire et la coagulation. C'est pour ça qu'on a associé au ballon les traitements anti-agrégants plaquettaires et maintenant on est sur les 10 à 15 voies d'activation des plaquettes, on arrive à bloquer au moins 3 voies. Puis par la suite, on a apporté une autre solution, c'est qu'on mettait une charpente métallique pour empêcher le retour des parois à l'occlusion. Alors ce qu'on a constaté, c'est que cette charpente métallique, c'était un corps étranger que l'organisme essayait de l'épithélialiser, parfois en excès, ce qui conduisait à des rostérances de stent. C'est comme ça qu'on a inventé des substances antimitotiques qu'on mettait dans ces charpentes, ces plateformes métalliques pour empêcher ce phénomène de réépithélialisation ou bien de rosténose et qui c'est l'avenir
qu'est-ce que ça va fournir également? Actuellement, il y a ce qu'on appelle des stents biodégradables. C'est cette charpente métallique, elle est remplacée par une charpente organique qui disparaît après un certain moment. En plus de ces techniques de reperfusion par angioplastie ou bien par fibrinolyse, on doit donner un traitement adjuvant, la reperfusion notamment, au moins une double antiagrégation plaquettaire avec les anticoagulants, soit HNF, soit les héparines de bas poids moléculaire. Alors pourquoi on doit donner ces traitements? Parce que ces traitements de reperfusion, soit fibrinolyse, soit angioplastie, c'est des traitements qui vont ouvrir l'artère, mais paradoxalement, c'est des traitements qui sont prothrombogènes. Donc, il faut donner un traitement antithrombotique adjuvant pour éviter les réocclusions coronaires et pour potentialiser la fibrinolyse naturelle qui est défaillante en ce moment. Les critères de reperfusion, c'est la régression du susticalage du segment ST, ou bien c'est le syndrome de reperfusion qui peut être absent malgré un succès confirmé par l'angioplastie. Donc, la reperfusion peut être associée à des troubles du rythme ventriculaire, à des troubles de conduction, ou bien à une augmentation paradoxale de la douleur et du susticalage du segment ST qui vont régresser par la suite, ou bien à un phénomène de dépotention et de bradycardie. Alors, parfois, après une thrombolyse, s'il n'y a pas succès de cette thrombolyse, on pratique ce qu'on appelle l'angioplastie de sauvetage. C'est-à-dire que après thrombolyse, on va faire notre ECG à 60-90 minutes. S'il n'y a pas de critères de reperfusion, on doit essayer d'emmener le patient dans une salle de cathétérisme cardiaque pour faire ce qu'on appelle une angioplastie de sauvetage. Si récidive ischémique ou signe de réocclusion, on doit également proposer le patient pour une autre angioplastie, ou bien s'il y a eu succès de la thrombolyse, on va proposer le patient pour faire le bilan lésionnel et notamment une coronographie dans les 24 heures pour voir s'il y a eu une perfusion effective. Donc on laisse le patient. Maintenant, s'il persiste une sténose significative, on doit mettre une endoprothèse ou bien un stent. Alors je termine par ce diagramme qui a été proposé par les sociétés savantes et notamment la Société européenne de cardiologie. Chaque fois que vous êtes devant un malade qui présente un syndrome coronaire avec susdécalage du segment ST, alors vous allez voir est-ce qu'il y a un centre d'angioplastie ou pas. Si vous êtes dans un centre d'angioplastie, il faut faire une angioplastie primaire avec comme objectif premier contact, ouverture de l'artère, 60 minutes. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un centre d'angioplastie, vous allez voir quand même est-ce que c'est possible de transférer le patient dans une salle d'angioplastie. Alors, si c'est possible dans les 120 minutes, il faut le transférer pour faire ce qu'on appelle une angioplastie primaire. Maintenant, si on ne peut pas le transférer dans les 120 minutes, il fait faire une thrombolyse et la thrombolyse doit se faire dans les 30 minutes. Alors, une fois qu'on fait la fibrinolyse, on va évaluer notre thérapeutique. S'il y a eu succès de la thrombolyse ou bien il n'y a pas eu succès de la thrombolyse. S'il n'y a pas eu succès de la thrombolyse, donc on va l'emmener dans une salle de cathétérisme pour faire ce qu'on appelle une angioplastie de sauvetage. Maintenant, s'il y a eu succès de la fibrinolyse, on est plus ou moins à l'aise, donc on peut le transférer doucement vers une salle de coronographie dans les 24 heures pour faire le bilan lésionnel. Je vous remercie.